salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'update lecture. Série qui va être assez longue puisque j'ai eu la merveilleuse, excellente et génialissime idée d'effacer mes rushs vidéo des 4 derniers update lecture. J'ai super les boules. Je m'en remets pas, hein. Là je viens de vous le dire dans le vlog, mais je le redis, j'ai les boules. Voilà, mais bon bref, c'est pas grave, il faut garder le moral, il faut garder le cap et ça va le faire. Et du coup, on va reprendre des updates lecture. Donc entre deux, en fait, il y a des séries que j'ai continuées, donc je vais pas vous les refaire tome par tome ou deux tomes par deux tomes. Si j'ai fini la série, je vous ferai la série complète. De toutes les manières, c'est aussi intéressant que de les avoir tome par tome et ce sera beaucoup moins redondant, donc soyons motivés. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de Rulantica de Michaela Hanauer et paru chez Michel Lafon. Pour commencer, je vais vous remontrer l'objet livre que je vous avais présenté en book haul, mais vraiment c'est un roman jeunesse, mais qui est illustré de manière tout à fait charmante. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en train de faire le Pumpkin Autumn Challenge, je dois dire que pour les ruines de l'Atlantide, vous avez mythes et légendes, on y est à fond, on est sur une île secrète et tout. C'est un roman jeunesse qui pourrait rentrer à la perfection, où on y voit des créatures magiques comme des kelpies, on y voit les descendants des grands dieux comme Odin, etc. Bref, voilà, je vais vous parler en 2-3 mots de quoi il retourne. Donc ici vous avez l'île enchantée de Rulantica qui a été créée par Loki. C'est une île que les humains ne peuvent pas trouver, elle est cernée d'une sorte d'étrange brouillard qui a tendance à repousser les gens, et donc toutes les créatures qui vivent sur cette île sont magiques et y vivent plus ou moins en paix. C'est le cas de Akina, dont la vie est tout à fait normale avec son petit ami le poulpe, jusqu'au jour où elle va apprendre par des circonstances que je vous laisse découvrir, en fait, qu'on lui a beaucoup menti et qu'elle a un frère qui réside dans le monde humain. Et donc évidemment, Akina étant une jeune fille, une jeune fille caractère bien trempé, va décider de traverser les brumes de Rulantica et d'essayer de retrouver son frère. Évidemment, cela ne sera pas sans danger et surtout, il semblerait bien que cela mette l'île elle-même en danger. C'est une lecture jeunesse que j'ai beaucoup aimée, l'univers est abouti, les créatures aussi, les illustrations sont magnifiques et ça aide beaucoup. Il y a un tout petit point, mais franchement qui ne gâche en rien la lecture, qui m'a paru pas intéressant en fait, tout simplement, c'est que ici vous avez la présence des fils des grands dieux, les fils de Odin, la fille de Loki, je crois que oui, ça doit être la fille de Loki, etc. Et je dirais que, en tout cas dans ce premier tome, hein, peut-être que leur présence va s'expliquer dans les tomes suivants, mais dans ce premier tome, je trouve que leur présence arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On n'y voit pas trop d'intérêt, heureusement ils sont peu présents, donc voilà, comme je vous ai dit, ça ne gâche en rien la lecture. Donc c'est en jeunesse, alors je ne sais pas donner d'âge, mais je dirais peut-être à partir de 10 ans, 12 ans, j'en sais rien, franchement j'en sais rien. Mais malgré tout, c'est un jeunesse qui a pris avec moi. Vous savez que moi, j'accroche pas à tous les jeunesses, surtout quand ils sont trop jeunesses. Mais celui-là, ça l'a fait parce que les persos sont tout à fait délicieux. Akina, extra. Les kelpies sont des personnages que j'ai franchement beaucoup aimés. Vous avez Mori qui est le poulpe, hein, l'ami d'Akina, qui est la mignonitude incarnée, donc il y a tous les aimants pour que ça fonctionne en fait. Vous avez tous les éléments, pas tous les aimants, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc il y a tous les éléments pour que ça fonctionne, de très très belles illustrations, un univers qui est abouti, un scénario qui est pas mal, hein, franchement pour de la jeunesse, et des persos qui matchent. Ensuite on va continuer avec les livres que je vous avais déjà présentés mais que je dois refaire avec le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével, et donc paru chez Brajlon. Là encore c'est un livre qui est très visuel, donc j'en ai d'excellents souvenirs, donc ça va vraiment pas être un problème de vous en parler, d'autant que si j'ai un trou, j'ai mon petit pense-bête avec mes impressions sur mon petit carnet de lecture.
Donc ici, Pierre Pével nous emmène dans un Paris uchronique, un Paris, si je dis pas de bêtises, de la Belle Époque, où nous allons retrouver Griffon, qui est un mage, puisque oui, en effet, c'est le Paris des merveilles, les mages, les fées, toutes ces créatures existe, c'est pour ça que je vous dis que c'est finalement une uchronie. Et donc Griffon a l'habitude de mener des enquêtes, et dans le tome 1 nous l'avons suivi dans une enquête et nous allons le retrouver ici dans une deuxième enquête, toujours accompagné de Aurélia, qui est un personnage qui forme un duo, ma foi, détonnant avec Griffon, puisqu'ils amènent des dialogues à mourir de rire, mais à mourir de rire de façon très fine, parce que c'est Pierre Pével, et qu'avec Pierre Pével, tout est beau, tout est magnifique, tout est fin, tout est Pierre Pével, quoi. C'était un véritable plaisir de me replonger dans la lecture de ce tome, enfin de me plonger dans la lecture de ce tome 2, de me replonger dans cette saga. Voilà, la plume de Pierre Pével, vous n'en lirez pas des comme ça 300 000 fois dans votre vie. Moi, elle me charme de A à Z, parce qu'elle est magnifique sans être lourde, c'est hyper addictif en étant hyper poétique, ce qui n'est pas si facile, parce qu'en général, plus vous partez dans l'onirisme, et plus ça devient un peu lourd, mais pas du tout. C'est drôle, mais d'un humour qui est tellement fin, qui est extraordinaire. Voilà, je veux dire, il est capable de vous faire un paragraphe complet pour vous décrire juste une scène qui va vous faire mourir de rire, alors qu'à la base, c'est une scène qui est tout à fait banale. Mais voilà, c'est Pierre Pével et ça fonctionne à merveille. Et du coup, en fait, ici, Griffon va devoir enquêter. Il y a eu le meurtre d'un, je crois que c'était un mini-mé, un truc comme ça, qui a été empoisonné. Enfin non, excusez-moi, le petit personnage, donc je crois que c'était un mini-mé, elle s'appelait Apolline. Ce petit personnage a été empoisonné, mais elle n'est pas décédée. Mais cet empoisonnement est lié au meurtre d'un humain. Et donc Griffon va enquêter avec Aurélia sur les talons, il n'aura pas trop le choix. Et en fait, c'est imbriqué avec une histoire qui s'est passée de plus de 200 ans auparavant, donc on remonte en 1720, un truc comme ça, et donc vous avez ce passé, ce présent, et vous en apprenez énormément sur les personnages. C'est super bien fait, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est toujours aussi abouti, et j'en ai toujours autant plein la bouche pour vous parler de ce livre. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que, en fait, l'auteur s'adresse à vous. En fait, il vous fait des remarques, des choses comme ça, et c'est ce que j'étais en train de dire quand j'ai tourné le vlog, c'est qu'avec moi ça fonctionne super bien, j'aime bien quand on s'adresse à moi, ça crée vraiment un lien, et en plus, à chaque fois qu'il s'adresse au lecteur, c'est drôle. Il y a rien d'autre à dire, c'est vraiment drôle, et ça fonctionne, ça donne énormément de dynamisme au roman. Et en plus, vous avez une incursion de personnages que vous connaissez déjà, que ces personnages soient fictifs ou réels. Vous avez des incursions de ces personnages dans le récit, ce qui crédibilise encore un petit peu plus son histoire. Surtout qu'il respecte en fait les personnalités de base de chacun des personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se les approprie pas, il garde les personnalités avec sa plume, avec son vocabulaire qui est extraordinaire. Donc tout ça, ça fait vraiment une sauce. Il n'y a que Pierre Pével pour écrire aussi bien en fait. Il n'y a pas de longueur, c'est une intrigue qui est très très complexe, malgré tout, la façon dont il explique, ça s'imbrique tranquillement. C'est pas brouillon, parce que des fois quand les intrigues sont complexes c'est un petit peu le problème, mais là non, tout se fait bien, c'est fluide, et une fois qu'on est dedans, on a l'impression de marcher aux côtés des personnages, on n'a pas du tout envie de retrouver notre réalité. On a envie de rester aux côtés de Griffon et d'Aurélia, qui forment un duo complètement improbable, mais qui fonctionne super bien, qui est super adapté à leur époque. Et voilà, en fait, ce livre, ça retranscrit vraiment un univers que je trouve phénoménal, et qui s'est porté par une plume particulièrement magique, somptueuse. Bref, je crois que vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur, et je crois que je n'ai pas mis le tome 3 dans ma palle du pumpkin, mais en fait je me suis dit que je le lirais cet hiver pour retrouver ce côté cocoon un petit peu. J'essaye de m'engager à terminer cette série pour la fin de l'année. Ensuite, toujours des livres que j'avais déjà chroniqués, mais pas tout, et du coup je vais vous faire un tir groupé sur la série complète puisque je l'ai terminée. Il s'agit des Royaumes Invisibles par Julie Kagawa, paru chez Darkis, donc qui était une collection de chez Harlequin qu'on ne trouve plus.
Je pense peut-être qu'il est possible de les trouver en numérique encore. En tout cas, si vous pouvez la trouver d'occasion, c'est une série que j'ai trouvée géniale. Il y a 4 tomes, 3 tomes du point de vue de l'héroïne et le dernier du héros. Mais voilà, il y a des explications à cela et j'ai été totalement happée. Alors j'ai commencé cette série après avoir lu Un palais d'épines et de roses. Vous avez vu mon update lecture peut-être, j'ai eu des débuts un peu compliqués avec Un palais d'épines et de roses, puis j'ai été complètement transportée par cet univers et j'avais pas envie de sortir, j'avais envie de continuer avec les fées, d'où la lecture du Paris des Merveilles et d'où la lecture des Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, puisqu'ici nous allons rencontrer la jeune Megan qui a 16 ans, qui est une humaine tout à fait classique, dont la vie va être complètement bouleversée le jour où son frère Ethan, son petit frère de 4 ans, va être enlevé. Ce jour-là, son meilleur ami Robin va lui annoncer la vérité. Il n'est pas humain, il est un fée et elle n'est pas humaine non plus, en tout cas pas intégralement, et il va lui apprendre que son petit frère a été enlevé par les fées, qu'il a été emmené dans le royaume des fées, le royaume invisible, et du coup, eh bien, pour des raisons que je vous laisse découvrir, ses parents n'ont pas compris, n'ont pas découvert qu'Ethan avait disparu et donc eh bien Megan est la seule à pouvoir le sauver et elle va donc pénétrer dans le royaume invisible afin de partir à la recherche de son frère et c'est pour elle le tout début de très longues aventures. C'est un univers qui m'a happée de A à Z sur tous les points. C'est de la fantasy young adulte qui certes obéit à certains codes du genre, on va pas se le cacher, notamment au niveau des personnages. Megan est un personnage qui répond au code du genre young adulte. Vous allez rencontrer le prince de la cour Unseelie, qui s'appelle le prince Ash, qui est un perso young adulte par excellence, vous voyez, le brun, mystérieux, etc. À côté de ça, vous avez des persos qui sortent beaucoup plus de l'ordinaire comme Puck. Donc en fait, si vous voulez, ici, les Royaumes Invisibles, la féerie s'inspire de la féerie de Shakespeare avec Titania, Oberon, Puck, etc. Et donc, eh bien, Julie Kagawa a repris le personnage de Puck et elle lui en a gardé son caractère, ce qui fait qu'il est beaucoup moins typique du genre et c'est de loin mon perso préféré. J'ai beaucoup aimé Megan et Ash, on prend énormément de plaisir à les suivre, mais Puck, il porte le roman à lui-même parce que c'est un filou, parce qu'il est drôle, parce qu'il aime emmerder le monde, il a peur de rien, il fait toujours, en gros il fout toujours les pieds dans le plat et il fait toujours les remarques qu'il ne faut pas faire mais qui vous font éclater de rire et qui apporte cette touche un peu pétillante, cette touche un peu plus légère au roman. Parce que ouais, des fois le roman, l'univers il est costaud et des fois on part dans des trucs un petit peu plus sombres et franchement j'ai adoré cet univers. Déjà, même si c'est young adulte, on va échapper quand même au cliché du triangle amoureux, alors oui et non, on y échappe plus ou moins, on va dire, en tout cas on perd pas tant dessus et ça c'est chouette. Et après le scénario et l'univers, mais c'est un truc de malade. J'ai retrouvé un petit peu ce genre d'univers ultra abouti que vous trouvez dans Un palais d'épines et de roses. C'est plus young adulte, les Royaumes Invisibles, c'est voilà, c'est plus un peu, enfin c'est pas jeunesse mais oui c'est plus ado qu'Un palais d'épines et de roses, mais l'univers m'a transporté de la même manière. Vous y trouvez des créatures que j'ai trouvé extraordinaires et les bases même de la construction de ce royaume sont géniales. En fait, si vous voulez, la féerie n'existe que parce que les humains croient dans les fées, etc. Donc vous allez retrouver les fées, mais vous avez la rivière des cauchemars, les rêves, etc. Vraiment, en fait, la féerie existe de par tous ces rêves, tous ces cauchemars, toutes ces croyances des humains. Et plus le temps avance, plus les gens sont sur la technologie, les iPhones et moins dans la féerie. Et du coup le royaume périclite un petit peu. Vous avez une nouvelle ère de fées qui naît de par les nouvelles mœurs des humains. Mais je ne vous en dirai pas plus, je préfère vous laisser le découvrir. Sachez simplement que c'est extrêmement abouti, extrêmement riche, qu'il y a un enchaînement d'événements qui est incroyable et qu'il n'y a aucun temps mort, en tout cas
peu par rapport à une série de 4 romans. Je dirais dans l'ensemble que le moins bon c'est peut-être le 2 parce que vous avez un petit peu moins de découvertes. Le 3 on repart énormément dans les découvertes, donc c'est peut-être le 2 le moins bon. Et je dirais aussi la dernière partie du 4e tome, bizarrement, où il y a un côté beaucoup plus introspectif, beaucoup plus immersif, ce qui fait qu'on perd un petit peu en dynamisme. Mais l'épilogue est excellent, je veux dire, voilà, vous avez quand même ce moment, parce que franchement, en fait il y a des questions qui se posent et qui doivent être résolues, donc l'autrice prend le temps de le faire, mais c'est au détriment du dynamisme. Ceci étant dit, l'épilogue est génial, c'est une série, mais vraiment que j'ai adoré. Alors je vous le dis, hein, c'est du young adulte. Elle est pas sans défaut, il y a quelques, voilà, il y a quelques codes du genre, mais alors avec moi ça a matché à 300%. Voilà, si vous aimez les faits et que vous aimez Young Adult, découvrez cette série si vous en avez l'occasion, parce que déjà j'avais adoré sa première saga qui était l'Immortel, c'était des vampires, j'avais déjà trouvé ça, la façon de traiter le thème du vampire hyper original, mais elle a recommencé ici, cette autrice, mais je veux lire tout ce qu'elle a écrit, malheureusement je crois qu'elle n'est pas hyper traduite en français, mais elle a une imagination de folie. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici pour ce premier update lecture, cette première réédition de mon update lecture. Je pense que j'ai pas oublié trop d'éléments au passage parce que c'est des livres qui m'ont beaucoup marqué, et puis je vous dis, j'ai quand même noté toujours mes impressions, donc en fait ça revient hyper facilement, ça me revient en tête. On verra sur la suite. En général si ça me revient moins bien, c'est que le livre est moins bon, hein, mais bon. Voilà. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite comme d'hab d'excellentes lectures. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.